père, je ne conserve que de très bons souvenirs. C'était un père, je crois, exceptionnel. Il exploitait avec ma mère une petite exploitation agricole à Invic, à 10 km de Saint-Paul. Mais vraiment, entre mon père et moi, le courant a toujours passé. Je ne pouvais pas rester à la maison quand j'avais 3 ans. Il fallait que je sois au champ avec mon père. Quand on était au champ, on parlait tout le temps ensemble. Ça n'empêchait pas de bosser, mais on parlait tout le temps ensemble. J'ai été très très marqué, incontestablement, par la personnalité de mon père, qui était d'une gentillesse absolument extraordinaire, et qui, je crois pouvoir le dire avec fierté, était d'une intelligence exceptionnelle, malgré son absence de formation. D'autre part, il avait une vision, je crois, d'un certain nombre de trucs. Moi, dès que je n'avais pas encore 10 ans, qu'il me disait pas possible, alors qu'on est à côté de l'Angleterre, pas possible qu'on ait des bateaux pourris pour exporter à nos choux-fleurs et nos pommes de terre. Enfin, il avait une vision de l'avenir qui n'avait rien à voir avec son niveau de formation. Du côté de ma mère, elle m'aurait bien vu porter une soutane. Je n'avais sans doute ni le profil, ni la volonté. Les agriculteurs étaient considérés même par des fois les gens des bourgs comme étant un peu des arriérés. Il n'y a que lorsque le prof à l'école primaire distribuait les notes que l'on constatait qu'on n'était pas des arriérés par rapport aux gens des bourgs. Et moi j'avais dit, on aura notre revanche. Effectivement, dans mon attitude et dans ma démarche, il y a eu une partie de revanche sur les bourgeois, une partie de revanche sur les citadins, une partie de revanche même sur le commerçant du coin, le cantonnier, pas le cantonnier, mais le fils du cordonnier du coin, il se prenait pour un crack. Et nous, les paysans, on était les pleux. En fait, mon père m'a confié de faire ce qu'on appelait le marché de Saint-Paul, de venir à Saint-Paul avec sa charrette et son cheval à me vendre les légumes de la ferme. Alors là, j'ai découvert, je dirais, la situation de soumission des paysans dans toute son horreur. Depuis un siècle, les paysans étaient soumis au négoce, soumis aux caprices du marché, soumis aux caprices des acheteurs. Il suffisait de laisser traîner les producteurs, on savait qu'ils allaient mûrir en cours de journée. Je le disais aux négociants, ça ne va pas durer votre truc, c'est au milieu de péter. C'est pas à 80 négociants quand même que vous allez imposer votre point de vue à 6000 producteurs. Tôt ou tard, il y aura une révolution, c'est absolument inévitable, pour des raisons à la fois économiques, mais également pour des raisons de fierté paysanne. On va quand même pas, alors qu'on nous a appris à compter à l'école, accepter que la tonne d'artichaut nous soit payée 800 kilos. Monsieur Gourvenec, alors pourquoi une chic? Le marché de vente aux enchères du Nord Finistère, qui regroupe 4500 agriculteurs sur les 6000 producteurs de notre région, a été créé pour pallier à l'inorganisation complète des marchés de production du chou-fleur et de l'artichaut. Dans le passé, en effet, les prix à la production étaient formés sur des places de transactions qui étaient particulièrement malsaines, où il était absolument impossible de définir tant les prix que les quantités exactes. Nous avions eu bien sûr des conversations avec les expéditeurs qui refusaient complètement, je dirais, le changement de pouvoir. Deuxièmement, il était également chaotique parce que nous n'avions pas beaucoup de moyens, donc la première salle de vente, c'était un vulgaire hangar agricole. Très symbolique, au cœur de Saint-Paul. Au cœur de Saint-Paul, à 100 mètres de la cathédrale, construit bien sûr sans permis de construire, car on savait que si on avait sollicité, on l'aurait jamais obtenu. Donc les négociants ont boudé complètement le nouveau système, mis à part 3, dont on savait qu'ils étaient en état de cessation de paiement. Donc c'était pas très glorieux comme démarrage. Et nous avons alors, contre notre gré, organisé nous-mêmes l'expédition de toute la production du secteur. On a volontairement laissé les prix au cadran tomber à des niveaux très très bas. Comme il y avait parallèlement l'ancien marché qui fonctionnait toujours, mais avec seulement 35% de la production, il est évident que là-dessus, les négociants se battaient et les prix montaient. Chez nous, ça baissait. Il fallait d'une part garder le moral des producteurs chez nous, en faisant partir les choux-fleurs, et il fallait saper le moral des acheteurs, en les faisant, je dirais, excusez l'expression, un tout petit peu baver,
en face d'un cadran où les prix étaient très très bas, alors qu'en face, ils étaient en train de payer des prix très élevés. Le démarrage est difficile. Les paysans réformistes de la SICA font peur. Expéditeurs, fabricants d'emballages, dockers, boudent les pionniers de la SICA. Le gouvernement Debré a promis de soutenir le marché au cadran, mais le ministre Rochereau ne tient pas ses promesses. Alors Gourvenec et ses troupes décident d'envahir la sous-préfecture de Morlaix. Nous sommes le 8 juin 1961. Marcel Léon et Alexis Gourvenec seront arrêtés par la police en fin de journée et jugés 14 jours plus tard. En fait, la prise de la sous-préfecture a été pour nous, à l'époque, un événement plutôt symbolique. On s'est attaqué à une sous-préfecture, c'était le représentant du gouvernement de l'époque qui, après nous avoir incités à nous organiser, ne mettait pas à notre disposition les moyens qui nous permettaient de parachever cette organisation. Le 22 juin, on juge à Morlaix, Gourvenec et Léon. Les paysans affluent de tous les points de Bretagne et même d'Anjou et de Touraine. L'audience est brève. Les deux accusés sont déclarés relaxés de toute poursuite. C'est évident que le changement d'équipe a été pour nous, je dirais, une chance absolument fantastique. D'abord, M. Rochereau, sans en dire du mal, je pense qu'il n'était pas capable de comprendre. Alors on ne pouvait pas lui dire d'être d'accord avec nous, il ne pouvait pas comprendre. Ça, c'est un phénomène aussi de société. M. Debré, tout le monde sait qu'il était têtu, je dirais un peu comme une bourrique. Et après, nous avons eu effectivement Pisani, dont il faut reconnaître que c'était, je dirais, un futuriste, que c'était un homme qui prévoyait l'évolution de l'agriculture à long terme, avec lequel nous avons eu un dialogue, alors je dirais, absolument excellent. Monsieur le ministre, pourquoi avez-vous tenu à répondre personnellement à l'invitation de M. Gourvenec ? Et j'ai voulu venir ici pour dire que l'attitude du gouvernement est sur ce point formelle. Autant nous sommes prêts à aider ceux qui s'organisent, à tirer les profits de leur organisation, autant nous refusons d'aider ceux qui veulent rester dans l'indiscipline. Et notre propos, il aboutir au résultat, qui d'ailleurs sera obtenu sur le plan européen, d'aboutir au résultat d'un système d'organisation qui couvre la totalité de la production. Les cours agricoles sont beaucoup trop sensibles, beaucoup trop fluctuants, pour que nous les livrions au hasard du marché. L'organisation est une nécessité, et ceux qui s'y sont lancés, et Saint-Paul-de-Léon s'y est lancé, méritent notre total accord. L'agriculture ne peut pas seule résoudre le problème du Nord Finistère. Il y a trop d'agriculteurs, trop de fils d'agriculteurs. Nous ne pouvons pas donner un emploi à tous et un emploi satisfaisant à tous dans la seule agriculture. Que donc, ici comme ailleurs, ici plus qu'ailleurs, le problème de l'agriculture est très largement dominé par la solution du problème de l'aménagement du territoire. Mais lorsqu'on assiste à une réunion comme celle à laquelle j'ai assisté ce matin, l'on repart avec une angoisse très grande à cause de l'immensité du problème, mais avec un très grand espoir à cause de la qualité des hommes.